Hier c'était dimanche et j'ai profité de ce dimanche pour m'intéresser à un cinéma que j'ai un peu délaissé ces dernières années, le cinéma français. Et oui, parce que j'ai pas toujours été tendre avec le cinéma français dans certaines de mes vidéos, j'en ai d'ailleurs fait une où j'imaginais des bons films français parce que je suis un peu en manque d'un certain cinéma en France, et là je me suis dit, qu'à cela tienne, je vais essayer non pas de projeter ce que j'ai envie de voir dans le cinéma français, mais juste d'accepter un peu ce que le cinéma français me propose. Donc je suis allé voir 3 films très différents comme je vous le disais, je suis allé voir Un peuple et son roi, Nos batailles et I Feel Good. 3 films très différents, mais qui finalement se regroupent sur quelques thématiques, et ça a été intéressant parce que je me rends compte que le cinéma français parle évidemment de la France. Et donc d'aller voir 3 films français d'un coup, et bah ça aide à se faire une petite idée de ce qui va pas en France. Et si on en croit les 3 films, le problème de la France, ça reste encore un peu le problème de la lutte des classes, mine de rien. En tout cas, les classes populaires qui en prennent un peu plein la gueule. Et donc ma journée a commencé par Un peuple et son roi, un des films français que j'attendais le plus cette année, réalisé par Pierre Scholler. Pierre Scholler, c'était le mec qui avait quand même réalisé L'Exercice de l'État, qui est un film qui est assez déconcertant, que j'ai eu du mal à aborder la première fois que je l'ai vu, mais qui comporte vraiment des moments hyper forts, notamment un accident de voiture totalement dingue. Donc L'Exercice de l'État, c'était un film qui suivait le ministre des Transports, et on rentrait vraiment dans l'appareillage politique, de comment fonctionne l'appareil d'État, et c'était assez passionnant parce que les personnages sont très forts, c'est très rigoureusement bien fait, quoi. Il y avait un vrai côté véridique, une vraie véracité dans le film. Donc même s'il y a des moments assez particuliers à aborder, il y a par exemple une séquence où le mec se bourre la gueule avec son chauffeur, c'est des personnages assez taciturnes, enfin il y a vraiment un espèce de rythme particulier dans le cinéma de Scholler, en tout cas dans ce film-là. Mais bon, voilà, il arrivait à vraiment nous donner une espèce d'instantanéité du monde politique en France, quoi. Et de l'intérieur, et de manière vraiment pas du tout caricaturale. Donc de savoir que ce bonhomme-là s'attaquait à un film sur la Révolution française avec une panoplie d'acteurs plutôt alléchante, quoi, vraiment. Hein. Gaspard Huriel, Isia Higelin, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Laurent Lafitte en Louis XVI. Adèle Haenel, bref, du beau monde, du très beau monde, dans un film en costume qui avait le budget de ses ambitions, je crois que c'était 18 millions d'euros le budget, et qui décide donc de retracer les étapes de la Révolution, de la prise de la Bastille, jusqu'à, sans vraiment spoiler, parce que vous le savez tous, jusqu'à la décapitation du roi Louis XVI. Donc dans l'idée, tous les voyants étaient au vert pour nous fournir un film vraiment intéressant, captivant, nouveau, innovant, bref, un film historique à gros budget français sur une partie de notre histoire qui nous passionnera forcément, bref, j'étais chaud patate. Et si je veux rester gentil, je vais dire que le film est vraiment particulier, mais si j'ai envie d'être méchant, je vais dire que le film est vraiment raté. C'est un capharnaüm, ce film, franchement, c'est horrible d'assister à un film qui décide de ne jamais te fournir quelque chose pour te faire rentrer dans le récit, pour t'attacher à quoi que ce soit. On a l'impression que soit que le mec a aucune envie de faire plaisir au spectateur et d'accompagner son spectateur dans une histoire, soit qu'il s'est totalement perdu en route. Je sais pas quelle a été son optique, j'aimerais bien lire des interviews du mec pour savoir comment il aborde son film. Je pense que je m'achèterai quasiment le DVD pour lire le commentaire audio, parce que passer à côté d'un film comme je l'ai fait, je sais pas si c'est ma faute parce que le film, j'ai pas réussi à l'aborder, ou si le mec a vraiment foiré son film. J'ai réagi sur Twitter, les gens ont majoritairement dit que le mec avait vraiment foiré son film, et je pense que malheureusement c'est un peu le cas. Parce que le film est un vrai bordel et tu sais pas quoi suivre en fait. T'as plein de personnages qui apparaissent, qui disparaissent sans vraiment de raison dans l'histoire. D'un coup, tu vois quelqu'un, tu dois le suivre pendant une séquence, et après, t'en entends plus parler avant peut-être un autre moment. Voilà, il n'y a aucun attachement possible à ces personnages, vu qu'on n'essaye même pas de te raconter leur vie, de te les décrire. Il y a un peu un côté Dunkerque de Nolan, sauf que l'intérêt de Dunkerque, c'est que c'était très resserré. C'était vraiment, il y avait un côté hyper efficace. On se dit, voilà, on va suivre ces mecs-là, suspense, 3 heures, enfin, je veux dire 3 jours sur la plage, et on n'arrête pas. Là, ça essaye un peu de faire ça dans le sens où il n'y a pas de nom, tu comprends pas vraiment qui t'essaye de suivre, mais c'est tellement étendu dans le temps que j'arrive pas à comprendre l'intérêt de faire ce système-là. Tu sais pas s'il s'est passé une journée, 3 mois, 6 mois entre différentes séquences, il y a même des moments où j'ai l'impression qu'il y avait des vraies incohérences temporelles, il y a des ellipses, t'arrives pas à les percevoir, quoi, donc c'est très dérangeant, tu sais jamais où t'en es, même s'il y a des moments où il y a des mois qui apparaissent, des dates qui apparaissent à l'écran, tu n'arrives jamais à te situer dans, on va dire, dans l'évolution dramatique du film, dans l'évolution émotionnelle des personnages, il y en a pas. Donc tu es perdu, tu ne sais pas à quoi t'accrocher. Même, voilà, le roi, tu le vois évoluer, t'as l'impression tu pourrais prendre une séquence de la fin, la mettre au début, et tu aurais l'impression qu'elle fonctionnerait quand même, parce que vu que le film ne décide de pas vraiment évoluer émotionnellement, de pas te donner des étapes dramaturgiques, de juste être une succession de scènes qui te font avancer, on va dire, des étapes historiques, bah, si tu n'es pas en plus une vraie connaissance de la Révolution française, parce que c'est le problème du film, c'est qu'il est vraiment, on va dire, destiné à des gens qui connaissent très bien les étapes, c'est-à-dire qu'il ne te prend pas par la main, il n'est pas du tout didactique vis-à-vis de la Révolution française, et il y a des séquences entières où si tu ne sais pas ce que c'est, des personnages, même si tu ne sais pas qui ils sont, tu vas passer à côté de l'intérêt de la séquence, quoi. Et c'est dommage parce que tu fais un film sur la Révolution française, tu le fais pas pour les quelques historiens qui s'y connaissent très bien, t'essayes un tout petit peu de l'ouvrir et de le rendre abordable au plus grand nombre, et là pour moi il s'est vraiment fourvoyé là-dessus, quoi. S'il pensait faire un film abordable, il l'est pas du tout.
En plus de ça, malheureusement, le film fait cheap, et ça c'est vraiment problématique aussi, c'est-à-dire que t'as deux séquences qui sont vraiment marquantes, où t'es supposé avoir un massacre au Champ de Mars lors des espèces de révolutionnaires qui se battent contre l'armée du roi, enfin voilà, d'une espèce de, on va dire, de manifestation qui part en couille, et t'as 20 figurants, quoi. T'as 20 figurants, t'as 10 révolutionnaires, 10 soldats du roi, et ça fait, mais super cheap. Alors, c'est filmé en longue focale, donc en plan très serré sur des visages, pour un peu noyer le poisson et faire en sorte de pas voir l'ampleur des décors. Parce que tu les as jamais, l'ampleur des décors, t'as une séquence au bord de la Seine où tu vois, t'aperçois un tout petit peu le Paris de l'époque, mais sinon, c'est que de renfermer dans des petites ruelles, filmé en gros plan, dans des châteaux, enfin, t'as aucune ampleur, et dans cette séquence au Champ de Mars, là, c'est ridicule, t'as l'impression d'avoir un court-métrage de première année de l'ESRA, quoi. L'ESRA, c'est une école de cinéma, pour ceux qui connaissent pas. Et ça fait mal au cul, parce que le film a quand même coûté un peu de blé, donc se planter là-dessus, alors oui, alors à la fin, t'as une magnifique reconstitution de la place de la Concorde, avec la décapitation de Louis XVI, où t'as du monde, et là, on sent qu'il y a mis un peu de budget, mais t'as l'impression que tout le budget est passé dans cette séquence-là, quoi. T'as une autre séquence avec un assaut à Versailles, mais pareil, t'as 15 pélos, quoi. T'as 15 pélos qui attaquent un château, et à la fin, tu vois les mecs qui se sont fait tuer et tout. C'est super éparpillé, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'impact. En fait, le problème de ce film, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait une pièce de théâtre filmée. Pas dans le sens où il n'y a pas beaucoup de décors, ou dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnages, mais ça a des mécanismes de théâtre. C'est-à-dire qu'avec peu de personnages, il essaye de t'évoquer des choses grandes. C'est-à-dire qu'avec peu de personnages, il essaie de créer des évocations générales. C'est un système qui est assez courant au théâtre, où un personnage va genre représenter le peuple, un personnage va représenter la justice, tu vois. Et alors, ils ont des histoires, ils évoluent, mais c'est-à-dire qu'ils sont plus allégoriques que vraiment des personnages en soi. Ça peut fonctionner au théâtre, c'est un truc que j'ai vu souvent. Mais au cinéma, ça fonctionne pas, parce que quand tu crées ce monde de Paris à la Révolution, quand t'as différents décors, quand t'essaies de donner vie à ce monde-là, le monde, il doit être plus riche au cinéma, parce que fatalement, bah t'as tout qui apparaît à l'image, t'essaies de reconstituer le monde. Au théâtre, tu peux te permettre de mettre une chaise sur une scène et de dire que c'est un arbre, ou de dire que c'est l'entrée d'une maison, enfin, le spectateur de théâtre est propice à imaginer des choses, à croire en ce que le metteur en scène essaye de lui montrer, parce qu'il sait qu'il a pas le budget pour tout montrer, quoi. Mais au cinéma, à moins de faire des vrais partis pris, par exemple, tu prends par exemple Dogville de Lars von Trier, où il fait pas les murs des maisons, et il te dit, bon bah c'est comme ça et pas autrement, ok, tu prends le parti pris, mais là, c'est pas le cas dans ce film-là. Dans ce film-là, il essaye quand même de te reconstituer le Paris de l'époque et de te plonger au cœur de cette époque-là. Et le problème, c'est qu'à l'Assemblée nationale, tu peux pas avoir les 10 mecs pélos qui sont à toutes les séances au balcon, qui sont pas les députés, qui sont genre les gens qui viennent regarder, qui représentent genre le peuple. Il y a un moment où ça n'a pas de sens, enfin, tu t'y crois pas, ce Paris, tu y crois pas. T'as l'impression qu'en fait, la Révolution française a impliqué 15 personnes. C'est pas bon, ça fonctionne pas, c'est pas comme ça. Faut que t'arrives à montrer que ça a impacté un pays entier, que ça a payé vraiment une population. Et là, t'as vraiment l'impression qu'il y a 15 personnes impliquées en France par la Révolution. Et ça fait chier parce que quand tu mets autant de thunes pour faire un film sur la Révolution française, bah, c'est dommage de se foirer, quoi. C'est vraiment dommage de se planter. Et je dois avouer qu'il y a des jeux d'acteurs qui m'ont vraiment dérangé, quoi. Notamment les deux femmes, Isia Higelin et Adèle Haenel. Leur diction, leur phrasé, c'était pas possible, quoi. Ça m'horripilait, ça sonnait faux, quoi. Alors, il y a des bons moments, il y a des petits monologues intéressants, les moments où il justifie le fait de condamner à mort le roi ou pas. Bon, c'est des moments où il le phrase, les comédiens le jouent bien et tout, il y a plein de députés qui s'enchaînent, c'est des séquences qui, à des moments, fonctionnent, mais sur l'ensemble du film, il y a vraiment des moments gênants et dérangeants, quoi. Donc, fondamentalement, hyper déçu parce que c'était un film qui avait du potentiel et qui est vraiment passé à côté de son sujet et de sa fabrication. Le deuxième film que je suis allé voir, c'était I Feel Good, donc le film des deux réalisateurs grolandais que sont Kervern et Delépine. Alors moi, je suis un gros fan de Groland, mais j'avoue que j'ai jamais été trop client des films qu'ils avaient réalisés avant. Notamment parce que je les avais jamais vus au cinéma et que en DVD, je suis jamais pleinement rentré dans leur univers. Ils proposent toujours des choses intéressantes, mais globalement déjà, c'est laid. C'est vrai qu'ils font des films moches, quoi. L'image est pas belle, les plans sont pas bien travaillés, bien composés. C'est des films qui sont visuellement déjà pas très folichon et pas forcément hyper motivant. Et au-delà des sujets qui sont très intéressants et des comédiens qui jouent très bien, ça part souvent dans des délires qui, à la moitié du film, me perdent un peu et font que mon intérêt quitte un peu le film. C'était vraiment le cas pour moi avec Mammouth et aussi avec Saint-Amour. Un peu moins avec Le Grand Soir aussi, mais Le Grand Soir c'était quasiment l'inverse, c'était que le film te faisait une promesse qu'il ne te fournissait que très partiellement et c'était assez frustrant. Mais là, I Feel Good, je dois avouer qu'avec Dujardin, qui joue d'ailleurs une espèce de mix entre Hubert Bonisseur de la Batte de 77 et Emmanuel Macron, donc c'est vraiment parfait pour lui, il est au summum de ce qu'il peut être. Dujardin, il est parfait, quoi. La jeunesse, elle est pas que désespérée, il y en a une aussi qui veut bosser, celle-là on va la laisser avancer, comptez sur moi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. C'est pas 68 années de la jeunesse. Bah là, I Feel Good, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que là, je sens qu'ils ont mis un peu de vin dans leur eau, parce qu'ils font l'inverse, c'est des Grolandais, et qu'ils ont décidé de faire un film
vraiment, on va dire, plus abordable que leurs films précédents. Plus abordable sur la longueur, c'est-à-dire que pour une fois, le film ne déroge jamais de son concept initial. Il part avec l'histoire de Dujardin, qui est un mec, tu sais pas trop d'où il vient, qui débarque en peignoir au village Emmaüs à côté de Pau, et qui veut devenir un entrepreneur, qui veut se faire plein de fric, et son idée, c'est de rendre les gens pauvres et moches beaux. Voilà, en proposant de la chirurgie esthétique low cost. Donc en fait, le principe du film, c'est qu'il passe son temps à faire chier le monde en essayant de vendre son idée et faire en sorte que les gens acceptent d'aller se faire refaire la gueule en Bulgarie. Et il est parfait Dujardin parce que voilà, d'un coup, t'as vraiment l'impression d'avoir une extension d'OSS parce qu'il est caustique, c'est le personnage qui est con mais à la fois qui n'est pas tant que ça, enfin qui a pas de filtre, qui balance des choses affreuses mais au premier degré total, et donc ça passe mais parfaitement quoi. Mais surtout tu sens que les réalisateurs groenlandais, là, l'époque actuelle avec un Macron aux commandes, c'est du pain béni pour eux quoi. Là ils ont vraiment une capacité à délivrer un vrai discours sur le monde actuel, et ils utilisent pour ça la comédie, un peu la satire, et ils s'en donnent mais à cœur joie, et c'est savoureux quoi. Va vraiment y avoir un nombre de répliques de ce film qui vont devenir cultes parce qu'elles sont délivrées parfaitement, soit par Dujardin, soit par Yolande Moreau qui fait aussi un taf mais génial, hyper touchante, qui est aussi entre le sérieux et par des moments elle se relâche et elle t'atteint vraiment au fond du cœur parce que qu'est-ce que ça joue bien quoi. Et donc voilà, il y a des phrases qui sont sorties qui sont mais génialissimes quoi. Pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola. Donc c'est vraiment un réservoir à punchline qui sont vraiment mais jamais creuses quoi, qui reflètent vraiment quelque chose de notre époque. On peut basiquement dire que c'est une critique du capitalisme. Oui et non, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi dans le film, donc il y a vraiment une critique frontale du mode de vie capitalisme et de l'idéologie capitaliste. Donc sur la finance, sur le besoin de reconnaissance vis-à-vis de l'argent, le rapport à la beauté, l'image qu'on renvoie, bref, tout ça est évoqué vraiment frontalement et tourné en dérision par un personnage de Dujardin qui y croit pleinement et qui est à côté de la plaque tout le long du film. Mais je trouve que le film critique aussi d'une manière assez touchante on va dire la fin des 68 arts à l'esprit communiste en fait. La génération des baby boomers quoi. Pour les gens de ma génération, nos parents en fait. Et pour moi, le film, c'est un peu un chant du cygne de cette génération, une génération qui a eu des idéologies, qui a essayé de faire changer les choses à l'époque de 68, et qui vit depuis avec cette espèce de vague souvenir de ce qu'était cette espèce de mouvement où on a cru au changement, qui était à la fois social et idéologique, quoi, et qui depuis a vécu vraiment une désillusion, notamment avec ce qu'on a appris par exemple sur ce qui se passait dans le bloc soviétique, et où le point d'orgue a été la chute du mur de Berlin, qui a vraiment mis fin au rêve communiste pour les communistes, quoi. Et ce film parle vraiment à ces gens-là, il y a vraiment une scène hyper émouvante où on dit adieu au communisme. Et j'ai trouvé ça vraiment juste et touchant parce que tu sentais qu'il y avait une vraie volonté d'essayer de véhiculer, de faire en sorte que voilà, on a essayé mais c'est pas passé quoi. Et au-delà de ça, c'est pas un film du tout pessimiste, c'est ça qui est bien, c'est que le film s'appelle I Feel Good et il a le mérite d'être aussi un vrai feel good movie quoi. Parce que le film, au lieu de s'apitoyer sur le capitalisme qui va tout dévorer et qui va, on va dire, laver les cervelles et produire des gens comme Dujardin dans le film, il propose en fait de s'attarder aussi sur un autre mode de fonctionnement qui est celui par exemple d'Emmaüs à Pau. Je connaissais pas du tout le principe de ce village Emmaüs et il y en a plusieurs dans le monde. Et d'ailleurs Dujardin balance une réplique géniale en disant que c'est une franchise et qu'ils doivent se faire plein de thunes. il est fort Dujardin dans le film. Et en fait les gens arrivent, on leur demande rien sur leur passé et on leur fait tester différents ateliers et ils arrivent à subsister là-dedans où ils reçoivent un petit pécule et leur but c'est de transformer des objets qu'on a récupérés à droite à gauche et de leur donner une nouvelle vie. Et en fait cet endroit fait pareil avec les gens quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est comme un espèce de petit village gaulois comme le village d'Astérix au cœur d'un monde capitalisme dévoré par ce côté de la productivité, de l'apparence, du profit. Et t'as l'impression que ce petit village Emmaüs, c'est un endroit où d'un coup des gens se sont réunis et ont décidé de créer un mode de vie alternatif quoi. Et ça fonctionne. En plus visuellement c'est hyper cocasse parce qu'il y a des maisons à l'envers. Tu sens qu'il y a eu une espèce de délire il y a vraiment eu un délire architectural dans la création de ce lieu. Et visuellement à l'image c'est pas toujours hyper bien exploité, mais ça a le mérite d'être là quoi. Quand tu filmes une maison à l'envers, ça surprend forcément. Même si tu la filmes pas très bien. Parce que c'est toujours le problème que j'ai avec eux, c'est vrai que le film n'est pas très beau, toujours, ça reste assez moche. Il pourrait mettre plus en valeur certaines choses. Après, c'est un peu aussi le sujet du film. Parce qu'il se veut filmer des gens moches, il le dit clairement dans le film, et donc il va pas essayer de les embellir ou de styliser tout ça. Donc on a beaucoup à faire à des plans fixes, des tableaux, et ce qui est pas mal, ce que j'ai bien aimé, c'est que les tableaux, ils ont presque une forme en fait de ludisme vis-à-vis du spectateur. C'est-à-dire que vu que c'est des plans qui durent assez longtemps, tu t'amuses à un peu les parcourir du regard, et tu vas t'attarder sur différents petits détails qui vont vraiment être là
pour accentuer le côté satirique du film, où par exemple, tu regardes le truc et d'un coup tu te rends compte qu'en fait l'écusson Lacoste du jardin, c'est un petit crocodile qu'il a imprimé, qu'il a brodé lui-même, tu vois, pour faire genre il met du Lacoste. Et ça tu le remarques, c'est pas du tout appuyé par genre un gros plan dessus ou quoi que ce soit, c'est juste que le plan dure assez longtemps pour que tu aies le temps de t'attarder là-dessus. Et ça arrive avec beaucoup d'éléments dans le film où vu que c'est des beaux tableaux, enfin pas beaux mais des tableaux, et bah t'as le temps de t'attarder, de découvrir plein de détails qui rajoutent au discours que les deux réalisateurs tiennent tout le film. Franchement très très bon et feel good, je vous le recommande vraiment. Alors c'est un film qui a peut-être un petit moment de mou au milieu parce que il sait plus vraiment comment avancer dans son histoire et tu sens qu'il il enchaîne un peu les scénettes et les sketchs, mais bon vu que c'est les mecs de Groland, si vous aimez le délire grolandais, vous allez pas du tout être perdu parce que on retrouve leurs pattes quoi, cette espèce de cynisme euphorisant. Moi je trouve ça génial. Enfin Groland, moi il y a des idées tellement à mourir de rire dans Groland, et là-dedans c'est vraiment une repompe de plein de bonnes idées grolandaises. Et heureusement la fin est génialissime, donc franchement c'est du tout bon. I feel good, foncez. Et le troisième film que je suis allé voir, c'était donc Nos batailles, c'est donc réalisé par Guillaume Sénez, avec Romain Duris, Laetitia Doche et par exemple Laure Calabi. Le film raconte l'histoire d'Olivier, interprété par Romain Duris, qui est marié et qui a 2 enfants et qui bosse dans une boîte qui est vraiment l'ersatz d'Amazon. Et du jour au lendemain, sans crier gare, sa femme disparaît. Elle disparaît avec des affaires dans son sac, bref, elle s'est barrée. Et Olivier va donc se retrouver seul à devoir gérer son travail, ses 2 enfants qui ont genre 7 et 9 ans, et toutes les ennuis que ça amène de plus avoir sa femme pour l'accompagner dans cette dure épreuve qu'est la vie. Donc c'est clairement un drame social, comme le cinéma français est capable de nous en fournir peut-être beaucoup trop, mais en tout cas, celui-là est franchement ce qui se fait de mieux dans le domaine. Ça m'a terrassé. C'est un film qui est hyper anxiogène, parce que voilà, c'est un film qui parle de la difficulté, littéralement, de réussir à lier les deux bouts, à terminer un mois, d'en commencer un autre, et de réussir à apprécier la vie, en fait. Le personnage principal, il est acculé entre son boulot, sa vie de famille, il a pas de temps pour lui, et la vie est un combat quotidien. C'est le principe du film, Nos batailles, parce que il doit mener de front plusieurs batailles pour réussir à parvenir à finir une journée, quoi. Et le truc qui fait que le film fonctionne, c'est l'interprétation des comédiens, parce qu'ils sont tous magistraux, quoi. Alors, Romain Duris, il est parfait, franchement, moi, si ça tenait qu'à moi cette année, j'ai pas vu Avant la garde encore, parce que à ce qui paraît Minoche est très très bon, mais moi là je lui donnerais directement le César du meilleur acteur, il le mérite amplement pour ce rôle-là. Laetitia Doche, elle arrive et c'est un rayon de soleil qui débarque, quoi, franchement, mais quelle puissance cette comédienne, je la connaissais pas bien, je l'avais pas vue avant, je sais que elle a gagné un César, donc fatalement son nom m'était connu, mais je l'avais jamais vraiment vu dans un film, et franchement, pof, qu'est-ce qu'elle en impose, quoi. Waouh, elle claque sévère. Donc les comédiens, ils offrent une partition magnifique, les enfants sont très bons, quoi. Ils sont tous hyper justes, et rien que ça, ça fait que tu passes pas à côté des émotions, tu passes pas à côté de ce qu'on veut te raconter, t'y crois, t'es plongé dedans et tu te poses pas de questions, et le film, rien que grâce aux comédiens, il arrive déjà à t'embarquer. Il arrive aussi à t'embarquer par la mise en scène. Moi, c'est une mise en scène que je trouve assez élégante, parce que c'est très immersif, et ça essaye pas forcément d'être réaliste plus que ça. Voilà, on est vraiment caméra à l'épaule, on va suivre les personnages, on va faire des longs plans, donc c'est pas toujours des plans séquences, mais il y en a beaucoup des plans séquences qui sont pas tape à l'œil. Donc il y a vraiment ce côté proche, mais jamais être frontal ni dans le dos, d'être un peu de travers pour être entre l'observateur et à la fois d'être présent quand même. On est vraiment une distance qui me plaît énormément et qui fait qu'on n'est pas dans des trucs à la Stéphane Brisé où tu as l'impression d'être presque dans un documentaire, quoi. Non, là, vraiment une ambition de cinéma, mais qui arrive à être immersif pour autant. Donc c'est un espèce d'alchimie qui se fait, qui pour moi fait que le film là-dessus m'a cueilli, mais direct, quoi. Et comme je vous le disais, c'est un film anxiogène, parce que c'est un film anxiogène, mais sur quelque chose qui est hyper quotidien et qui est la vie de merde, quoi. Le fait de bosser, d'avoir des enfants, d'avoir un crédit, et que ça suffise pas, et que ce soit la merde, en fait, que notre vie, elle ait pas de sens, pourquoi on fait tout ça, quoi. Et qu'à deux, on arrive à tenir, et la vie suit son cours, et ça fonctionne, voilà, on est dans le quotidien, et que quand quelqu'un du couple décide de se barrer, d'un coup, ça fait tout éclater, et ça met en exergue, tout ce qui va pas en fait dans notre société, et que ce système-là de société, il fonctionne plus, il fonctionne pas en tout cas. Pour une partie de la population, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que voilà, tu bosses comme un clébard dans une entreprise qui te méprise, à cause de ça, tu vois pas tes enfants, tu galères pour terminer le mois avec de la thune, t'as 0 moment de kiff en fait. Et à quel moment, c'est pour ça qu'on a signé dans la vie? Est-ce que c'est à ça que ça sert de vivre? C'est vraiment la question que se pose le film en fait. Et il se pose cette question-là par le biais d'un portrait d'un homme, et franchement, pour moi, ça m'a terrassé, ça m'a vraiment acculé, j'en pouvais plus, parce que c'était très bien fait, quoi.
Parce qu'il n'y a pas de misérabilisme, en fait. On n'est pas là à se plaindre, à être là à se dire « Ah, si seulement l'État faisait quelque chose pour nous, regardez les conditions des pauvres en France. » Non, c'est vraiment une espèce de plongée dans le parcours d'un personnage qui te fait évoquer tout ça, quoi. Et je trouve ça fort parce que il n'y a pas non plus une espèce de... Ouais, il n'y a personne qui se fait tirer dessus à boulet rouge. Alors oui, si, par exemple, la société, la Amazon, là, je trouve que c'est le seul moment où le film tombe peut-être dans des travers un peu pachydermique de je vais dénoncer comment les grosses sociétés broient leurs employés, n'ont aucun respect, où là c'est vraiment, il y a des moments ça vire presque au grotesque. Alors peut-être que ça se passe peut-être comme ça, et donc dans ce cas-là ça vaut le coup d'être appuyé et de montrer à quel point les conditions de travail dans ce genre de trucs sont inhumaines et comment les employés sont traités comme de la chair à canon ou sont même traités comme des animaux qui travaillent. Enfin c'est vraiment déplorable la manière dont on les traite et dont on manipule le truc. Il y a une meuf qui apprend qu'elle est enceinte, et donc vu que le médecin a plus ou moins balancé qu'elle était enceinte, et ben, il lui renouvelle pas son contrat, donc elle se retrouve enceinte et sans boulot. Enfin, voilà, c'est ce monde du CDD, quoi, ce monde des intérimaires, enfin, des gens en France qui bossent, vraiment qui fournissent du travail, qui veulent bosser, qui sont acculés, donc ils peuvent pas renoncer à un boulot qui leur déplaît, et qui en plus n'ont pas la sécurité de l'emploi, donc ils sont de tous les côtés, en fait, t'as jamais de repos, quoi, parce que tu lâches ton boulot, t'as plus de thunes pour payer ton crédit, et à la fois, ton boulot, tu dois être irréprochable, et t'es à deux doigts, et si tu le perds, t'es dans la merde. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tout le monde est sous pression constamment, quoi. Et le film n'arrête jamais, parce que justement, c'est le principe du film de montrer qu'en fait, dans la vie, t'as pas de temps à toi, quoi. T'as très très peu de moments en suspension, de moments où tu kiffes, quoi. Et le personnage principal, livré à lui-même, il n'arrive pas à s'en sortir, quoi. C'est vraiment insurmontable. En plus de ça, là, le côté de disparition de la mère est pour moi parfaitement traité. C'est vraiment, c'est de l'ordre de l'intelligence de traiter le sujet de cette manière-là, parce que tu pourrais tomber dans un écueil en donnant une raison, en essayant de donner un angle de réponse, de réflexion, de pourquoi, d'essayer de donner une piste, et donc, mais le fait d'être dans l'incompréhension totale, le fait de, c'est comme ça et c'est pas autrement, et t'auras pas la réponse, en tout cas, tu sais pas, quoi, voilà, c'est comme ça, ça fait que tu peux pas être vraiment contre elle, tu peux pas t'autoriser pleinement à détester cette femme-là, parce que tu t'imagines toi-même pourquoi tu aurais fait ça à sa place, en fait. Vu qu'il te donne pas de raison, vu que tu n'as jamais sa version de la disparition, et ben tu peux pas la condamner dans ta tête. Et donc, tu es un peu comme le personnage de Romain Duris qui cherche juste à comprendre et qui est pas là à se dire putain mais c'est vraiment une connasse, et à la fois si c'est une connasse mais tu peux pas pleinement te le dire, et donc tu l'excuses dans ta tête, enfin t'arrives à lui trouver des excuses dans ta tête. Enfin voilà, c'est très intelligemment traité cet abandon, parce que la meuf abandonne ses deux gamins et son mari, quoi, donc c'est vraiment un geste de merde, quoi, et pourtant c'est jamais pleinement condamné, et c'est très 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 intelligemment fait. Donc franchement, Nos Batailles, ça fait partie des films que j'ai préféré cette année au cinéma, donc foncez, ça vaut grave le coup de le découvrir. C'est un film qui est beau, qui est bien filmé. Certes, c'est vraiment typiquement ce que les Français savent faire, mais quand c'est bien fait, pourquoi pas, oui. Oui, c'est un drame social, oui, on en entend, enfin il y en a beaucoup au cinéma, en France on produit beaucoup ça, mais ceux qui sont bien faits, ça reste des bons films avant d'être un drame social français, quoi. Et donc, vu que le principe de cette vidéo, c'est un peu de prendre le pouls du cinéma français, et ben écoutez, c'est intéressant d'avoir vu ces 3 films, parce que déjà, on sent que, socialement, l'époque macronienne qu'on vit actuellement, elle motive un peu les réalisateurs, quoi. Il y a vraiment un truc qui les tracasse, quoi. Il y a vraiment ce rapport aux petits gens, quoi, aux gens du peuple, aux gens qui bossent comme des chiens, qui gagnent pas bien leur vie, cette France précaire, cette France qui a pas les moyens de joindre les deux bouts, malgré le fait qu'elle est pas chômeuse, tu vois, c'est vraiment une France qui bosse, qui donne de soi. Et tous les films parlent un peu de ça, c'est intéressant. Enfin, les 3 en tout cas, parce que même la Révolution française, on parle justement du rapport des classes, du peuple, des citoyens, qui pour une fois arrivent à accéder on va dire au pouvoir, enfin voilà, mais en fait c'est pas si simple que ça, quoi. On se rend compte que c'est pas aussi évident que ça, même si dans le film malheureusement j'ai rien compris, parce que le film ne m'a pas du tout aidé à comprendre. Mais il y a des personnages qui représentent les gens du peuple, et on voit à quel point ils peuvent imaginer un avenir meilleur, quoi. La liberté, quoi, la liberté. Et tous ces films, en fait, parlaient de liberté. Et on voit que la liberté, en fait, elle passe par une lutte contre le système actuel. Parce que dans les feel good, c'est finalement ce qu'il veut. Dujardin, il voudrait la liberté d'être riche pour réussir à être libre, en fait. Parce que pour lui, de devoir travailler, de devoir faire des actions plutôt que faire ce qu'il a envie sur l'instant T, c'est pour lui ne pas être libre. Et le truc, il se rend pas compte, c'est qu'en fait, les gens qui ont accepté le principe d'Emmaüs, eh ben, ils sont libres, ils ont compris que c'était une forme de liberté dans ce système, justement, qui, comme dans Nos Batailles, peut te broyer quotidiennement, quoi. Parce que Romain Duris, il a zéro liberté dans le film Nos Batailles. C'est justement ça, le fond du film, c'est que il a aucune marge de manœuvre, en fait. Il peut rien se permettre. Il peut rien se permettre. S'il va pas au boulot, il perd son boulot. S'il perd son boulot, il perd sa maison, il peut plus élever ses enfants. Bref, il est acculé
tous les jours, tout le temps, chaque minute de sa vie doit servir à être rentable pour quelque chose. Chaque minute doit lui être productive et donc il a zéro liberté, quoi. Et c'est une notion qui est intéressante parce que on se dit qu'on est libre en France. Oui, on est libre, fatalement, c'est un pays libre, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais à la fois le système autour, le système économique, le système social, le système financier, le système politique, fait que, est-ce que si on y réfléchit vraiment, est-ce qu'on est vraiment libre, en fait, tous? Eh ben, c'est très très délicat comme réflexion, et ces trois films abordent cette réflexion-là de manière assez différente, mais donnent des vraies pistes pour penser qu'est-ce que c'est la liberté, à la fois à l'époque de la Révolution française, et à la fois à notre époque actuelle. Je sais pas quelle est ta situation à toi, là, derrière ton écran qui me regarde, si tu galères à arriver jusqu'à la fin de ton mois, si tu vis avec le RSA, et que tu es au chômage, et que c'est vraiment la loose, et que tu galères à trouver un boulot, ou sinon, tout va bien financièrement, mais en fait, c'est important d'aller voir des films comme ça qui un peu te remettent en perspective peut-être des gens que t'as pas l'habitude de côtoyer ou même te font réfléchir sur ta condition à toi, parce que l'intérêt c'est que tous ces films-là, sauf peut-être le premier, sont des films blindés d'optimisme, que ce soit Nos batailles qui arrivent à être optimistes et à te montrer un peu des rayons de soleil dans ce quotidien qui est oppressant, et I Feel Good dont le but du film c'est finalement d'être une ode à l'optimisme et surtout à l'alternatif. Parce qu'il y a vraiment des modes de pensée, des modes de fonctionnement alternatifs qui te permettent de vivre librement, justement, de ne pas être au crochet d'une grande société qui va te presser comme un citron, ou voilà, de réussir à trouver ta voie et de réussir à vivre d'une manière passionnée au quotidien, malgré des impératifs familiaux, des impératifs financiers. Voilà, c'est assez intéressant. Ces films parlent de ça et ça m'a fait plaisir que le cinéma français, je pense que de tout temps, il parle de la société au moment où les films sont faits, mais ces trois films-là, en tout cas, j'ai vraiment vu une connivence sur les thèmes et ça m'a fait plaisir d'avoir cette réflexion-là grâce à ce cinéma-là. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo fast sur le cinéma français. Donc il y a 2 films sur 3 que je vous recommande. J'avais envie de parler un peu de ce cinéma-là parce que c'est vrai que j'ai tendance à majoritairement privilégier des critiques de blockbusters pour essayer de faire des vues. Et j'essaye maintenant de plus vraiment faire que ça non plus. J'aime bien faire des critiques de Venom et ce genre de trucs parce que je trouve ça rigolo à faire et même ça raconte aussi, c'est des films qui sont importants pop culturellement, quoi, malheureusement, parce qu'ils sont mauvais et que le fait qu'ils marchent. Alors après, est-ce que ma critique du film en disant du mal, vous avez vu la vidéo d'Inde Panda, j'imagine, qui dit que finalement il a donné un coup de projecteur sur Aladdin. Est-ce que c'est une réflexion dont je vais revenir sur plusieurs dans d'autres vidéos, parce que j'en parle souvent sur Twitter de ce côté-là de la critique cinéma. Est-ce que ça vaut le coup de critiquer un film qu'on n'aime pas parce que ça lui accorde une forme d'importance qu'il ne mériterait pas forcément? Mais donc voilà, pour pallier un peu à ça, je me suis dit je vais aussi parler des films que je vais voir qui sont plus intimistes, moins connus, qui ont moins de médiatisation. Alors souvent ça fait beaucoup moins de vues, genre cette vidéo, tu vois, j'ai 12 000 abonnés, je suis sûr qu'elle va faire genre 2000 vues grand max, parce qu'elle est longue, je parle de films pas forcément ultra populaires pour mon public, mais je m'en fous, en fait, je m'en branle, c'est pas un problème de pas faire des vues, voilà, j'ai pas l'intérêt, c'est que je suis dans une position hyper intéressante sur YouTube, où je fais ça par passion, ça me prend du temps, certes. Il y a un côté, j'en parlerai dans des vidéos, je vais sortir un petit format pour parler un peu de YouTube et de la condition d'être youtubeur, mais j'ai pas un besoin, c'est pas mon revenu YouTube du tout. Je n'ai jamais retiré l'argent que j'ai sur YouTube, ça c'est pour le moment, je ne l'utilise pas, ça m'amuse d'accumuler de l'argent grâce à YouTube, je trouve que c'est fou quoi, de réussir à générer de l'argent par des vidéos. C'est pas des milliers et des cents, je vous rassure, mais c'est quand même une somme, donc c'est quand même intéressant, mais je ne l'ai encore jamais touché. Ça, c'est une étape qui pour le moment ne m'intéresse pas, parce que j'en ai pas besoin, plus que ça, mais le fait de pouvoir générer un capital grâce à mes vidéos, je trouve ça génial. Mais donc bref, c'est intéressant, et ça, en plus ça rejoint les propos des films sur la liberté et sur le mode de vie alternatif, c'est-à-dire que si demain j'ai envie de quitter mon boulot parce qu'il me saoule, et je peux me dire que grâce à YouTube, j'arrive à générer tant, et donc voilà, mais vu que j'ai pas encore cette position-là, je peux aussi faire des vidéos qui bident sans que ce soit un problème financier, un risque financier. Donc je le fais. Écoutez, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Paradoxalement, je peux vous recommander aussi mon lien Utip, où vous pouvez aller regarder des pubs pour me donner de l'argent que je ne toucherai pas encore, mais qui va agrandir ma petite cagnotte, et un jour, grâce à ça, je ferai un film. C'est le but, en fait, de Utip et de l'argent sur YouTube. Moi, je vais l'utiliser pour créer des projets plus ambitieux. C'est pour le moment mon but, donc c'est pour ça que j'accumule jusqu'à ce que j'ai assez pour vous proposer un nouveau long métrage en mode Devil Town, un peu, enfin, totalement différent, mais bref, je vous en parlerai plus en profondeur dans d'autres vidéos, plus en détail, on va dire, ce sera mieux que profondeur, parce que je pénètre pas en profondeur dessus. Bref, je divague, vague. Oh, j'avais fait cette blague dans un disséquage il y a 2 ans. Oh, le temps passe. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, soyez heureux, soyez libres, c'est important. Et pour une fois, vive le cinéma français, parce que c'est des bons films que j'ai vus. Et encore, j'ai vu d'autres films là récemment. J'ai vu Les Frères Sisters, qui n'est pas français, enfin qui est réalisé par un français, coproduit par la France, mais bon,
On peut débattre sur est-ce que c'est un film français ou pas. Pour moi, non, je le mets pas dans les films français. Et Le Monde est à toi, que j'ai vu cet été, qui était très bien aussi, que vous ne pouvez plus voir, mais que je vous recommanderai sûrement dans des tops de fin d'année, peut-être. Ouais, on verra. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. D'ici la prochaine, bonne toile!